Merci beaucoup Antoinette d'avoir avec brio et intelligence volé mon travail, c'est-à-dire de présenter les intervenants et les intervenantes, mais ça a été très bien fait et comme ça je n'aurai pas à le faire. Donc passons dès à présent à la première table ronde, donc autour de la question de la montée de l'extrême droite et de la puissance de sa dynamique. Antoinette a rappelé tout à l'heure ce qui s'était passé en juillet, mais je pense que tout le monde est au courant et tout le monde dans cette salle a peut-être partager la peur de les voir arriver au pouvoir, hein, de les voir remporter y compris une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Antoinette a parlé de barrage. On va parler de la qualité de ce barrage et de voir dans quelle mesure on est capable de le renforcer, de le pérenniser et voire d'en faire quelque chose, pour reprendre les mots de Bruno Retailleau, d'intangible. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous savez, les barrages, peut-être que vous en avez déjà fait à la mer quand il y a la marée basse. Vous faites un petit barrage, ça tient un temps, et puis à un moment, l'eau commence par couler sur les côtés, et puis genre, c'est plus un barrage du tout, et même au bout d'un moment, il finit par s'affaisser. Il s'agirait que le nôtre, celui que l'on a construit, notamment par la création de ce nouveau Front populaire, tienne et soit assez puissant pour impulser une dynamique dans l'autre sens qui permette à la gauche d'arriver au pouvoir. Je vais proposer cette table ronde, j'ai proposé aux différents intervenants et intervenantes de la faire en deux temps. La première, c'est qu'ils nous livrent chacun leur analyse de la montée en puissance du Rassemblement national. En vérité, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord dans la qualification des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'extrême droite en France est aussi puissante, à la fois dans les différents mondes dans lesquels qu'elle pénètre, mais aussi électoralement, hein, comme ils n'ont pas gagné en juillet dernier, mais enfin ils ont quand même fait un bon score. Donc que chacun me donne voilà, ces paramètres-là, et ensuite de réfléchir collectivement, chacun à son endroit, puisque tout le monde parle d'endroits un peu différents, notamment de partis politiques différents. Comment est-ce que collectivement on arrive à envisager une riposte et un contre-projet. Je vais commencer par donner la parole à celle qui aurait dû être aujourd'hui à Matignon, c'est-à-dire Lucie Castet. Lucie, toi, comment est-ce que tu analyses cette puissante dynamique du Rassemblement national? Peut-être prends ton micro. Non, c'est quoi? Vas-y. Je trouve que pour une table ronde, elle est sacrément horizontale, cette table. Merci Antoinette pour cette invitation. Bonjour à tous les invités. Je suis absolument ravie d'être là et bonjour à toutes et tous. Merci Pablo pour cette introduction. Je ne sais plus combien tu avais dit qu'on avait de temps, tu ne me l'as même pas dit. Pas longtemps. Pas longtemps, ok. Je serai aussi le maître du temps. Tout ça est très relatif, mais bon, j'ai choisi moi de vous parler de deux facteurs qui me semblent intéressants pour expliquer la montée du RN. Je pense qu'on aura des interventions complémentaires, donc j'en ai choisi deux qui sont proches de ce pourquoi je me lève tous les matins. Le premier, c'est la déliquescence des services publics, et le deuxième, c'est une question, je dirais, de méthode que j'impute beaucoup aux 7 années passées sous Emmanuel Macron. Donc la première, la question de la déliquescence des services publics. Je pense que le Rassemblement national est parvenu à surfer sur la vague liée à son discours quotidien, hein, qui est de dire avec nous l'intervention de l'État, la puissance de l'État et la puissance des services publics serait enfin restaurée. Et donc je pense que ça parle beaucoup aux gens, évidemment. On le voit que les gens, maintenant depuis je dirais le Covid, il est de notoriété publique que les services publics vont mal, en particulier l'hôpital, l'éducation, qui sont des services publics qui sont là présents dans la vie des gens tous les jours. Même le gouvernement en est venu à constater que les services publics étaient dans un état difficile, en particulier pendant le Covid. C'est ce qui a conduit à une forme d'unanimisme pour applaudir les soignants à 20h. Et même si ensuite cet unanimisme semble s'être légèrement amoindri à mesure que le temps passait, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui dans la société sur le fait que les services publics vont mal. On est manifestement totalement en divergence sur la manière d'y répondre. En témoigne le budget austéritaire qui est présenté par le Premier ministre. Mais au moins sur le fond, le consensus est là. Et donc je pense que le Rassemblement national, par un discours assez habile, il faut bien le dire, sur le fait qu'il convient de restaurer, je
je cite Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, restaurer l'âge d'or des services publics, il y a là une forme de séduction opérée sur les gens qui, pendant 7 ans où les services publics n'ont cessé de s'effondrer, une sorte de séduction qui leur fait penser que peut-être les services publics pourraient être traités mieux traités que dans les 7 ans qui ont passé. Après, j'expliquerai pourquoi je pense que c'est un leurre et un mensonge, mais je pense aussi qu'il faut se regarder nous. Je pense qu'il y a une forme on les a jamais essayés, là où on a essayé la gauche en 2012, et donc peut-être que les gens désormais se disent bon, la gauche a traité peut-être mieux les services publics que ne le fait Emmanuel Macron aujourd'hui, mais on n'a pas créé les bases pour que cette déliquescence n'intervienne pas, ou en tout cas le cadre budgétaire qui permettait d'appuyer les services publics n'a pas été réellement bougé. Ensuite, je pense que c'est très important de dire en quoi le programme du Rassemblement national sur la question de la restauration de l'État, de la grandeur de l'État et des services publics est un leurre. Je dirais tout d'abord que c'est très intéressant de voir à quel point le programme du Rassemblement national est totalement contradictoire, puisqu'il promet des dizaines de milliards d'euros supplémentaires pour sauver les services publics, mais par ailleurs il propose de réduire les impôts encore davantage. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen aux dernières présidentielles, elle proposait d'aller bien au-delà de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Elle ne remettait pas en question ce qu'a fait Emmanuel Macron en matière économique, ça c'est important de le noter. Là on a une sorte d'unanimisme avec Michel Barnier, et je pense que nos parlementaires vont ne pas manquer de relever les grandes incohérences entre le RN d'hier et le RN d'aujourd'hui. Mais ce que proposait le RN, c'était aussi d'aller plus loin en matière de coupe d'impôts, en particulier les impôts les plus injustes. Il voulait notamment réduire l'impôt sur les successions, réduire l'impôt sur les donations, et aussi encore accroître les exonérations de charges patronales, enfin de cotisations patronales, là où évidemment le nouveau Front populaire propose de revenir dessus, puisqu'on sait que ça crée des effets d'aubaine et que ça a plus d'efficacité économique au-delà de 2 SMIC. Donc en réalité le programme du Rassemblement national mis en œuvre, ça voulait dire encore 40 milliards d'euros en moins dans le budget de l'État et des collectivités territoriales chaque année. Autant vous dire que c'est strictement impossible de financer davantage de services publics dans ce contexte. Le deuxième point que je pense qu'il faut souligner, et c'est ce que moi j'ai essayé de souligner sans relâche entre les 2 tours des élections législatives, c'est de dire en fait le programme du Rassemblement national, c'est aussi un programme qui promet moins d'administration administrante, avec un discours extrêmement poujadiste sur les fonctionnaires, en disant oui bon, les fonctionnaires de police qui sont sur le terrain c'est bien. Wow, je pense que parfois c'est très bien, mais on va arrêter d'avoir des fonctionnaires dans les ministères, parce que j'avais débattu avec un député RN qui me disait c'est de l'obésité administrative. Donc je lui avais demandé spécifiquement quel type d'agent public il visait quand il disait ça. Bon, il n'avait pas été trop capable de me dire quoi, mais il y a une espèce d'image totalement abstraite de il y a trop de fonctionnaires, ça coûte cher. On sait en fait qu'en proposant ça, le Rassemblement national assume totalement de mettre la décision publique dans les mains des lobbies, parce que, alors eux, ils visent beaucoup, avec beaucoup de démagogie, les hauts fonctionnaires. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire hauts fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas de bas fonctionnaires, mais eux, ils se disent oui, cette administration administrante pléthorique dans les ministères, il faut couper. En fait, quand vous faites ça, ça veut dire que vous mettez les décisions stratégiques de l'État dans les mains des cabinets de conseil et des lobbies qui ont un poids suffisant pour influencer l'élaboration des normes qui sont normalement le rôle des fonctionnaires. Et le dernier point, je pense que c'est hyper important de le dire, le service public que propose le Rassemblement national, c'est un service public qui en fait agit à rebours des valeurs fondatrices des services publics, qui sont l'universalité, la solidarité, et puis surtout un service public qui est accessible à tout le monde dans des conditions identiques, quelle que soit sa condition à soi, c'est-à-dire son origine géographique, son origine ethnique, son métier, sa vie familiale, etc. Ce que propose le Rassemblement national, c'est l'instauration pure et simple de la préférence nationale, avec un service public à 2 vitesses, et il estime que ça permet de sauver les services publics, parce que ça permet d'une certaine façon de dégraisser le service public et de ne fournir du service public en bonne et due forme aux vrais Français qui auraient eux accès au service public plein, quoi. C'est aussi ce que d'ailleurs je trouve idéologiquement reprend le
gouvernement, le gouvernement sortant avec la loi immigration, qui, je le rappelle, avait produit une loi qui était conforme, disait le Rassemblement national, à leur cadre idéologique. Et puis, par exemple, en proposant de supprimer l'aide médicale d'État, c'est purement une inscription dans l'idéologie du Rassemblement national, alors même qu'on sait tous que la suppression de l'aide médicale d'État, au-delà du fait d'être insupportable moralement, n'aurait aucun effet économique, puisque ça coûte bien plus cher de ne pas soigner les gens, au-delà, encore une fois, de la question morale et humaine qui me semble évidemment primordiale. Le deuxième point, et je ne vais pas faire trop long, c'est une question de méthode et de forme. Je pense que ce qui nourrit le Rassemblement national aussi, c'est un sentiment légitime de la population que la politique désormais se fait totalement sans eux et aussi contre eux. Et je pense que ça aussi, on peut l'imputer en grande partie à Emmanuel Macron, qui pendant 7 ans a gouverné d'une manière de plus en plus autoritaire, mais aussi éloignée des corps constitués, des corps intermédiaires, des parlementaires. Le Parlement a été marginalisé. Enfin, moi, je crois, je suis pas très vieille, mais j'ai quand même, je crois, jamais vu dans l'histoire contemporaine un président de la République qui a annoncé lui-même les réformes portées par ses ministres, quoi. C'est même pas le Premier ministre qui a annoncé certaines réformes. Parfois, c'est le président de la République qui a annoncé les réformes. Et donc, le Parlement, on n'en parle même pas, totalement marginalisé, assez peu écouté. Un recours extrêmement fréquent au 49.3 de la Constitution qui permettait de faire passer des textes sans l'aval, en réalité, des parlementaires. Pareil pour les corps intermédiaires, les syndicats, ils nous l'ont dit tout l'été quand on a engagé des discussions avec eux, nous, le nouveau Front populaire. Ils disaient merci beaucoup de reprendre contact avec nous. On a l'impression qu'il y a une forme de sincérité dans la main que vous nous tendez pour discuter des mesures que l'on souhaiterait mettre en œuvre, là où on n'a jamais eu l'impression que cette sincérité existait dans le camp présidentiel. Et ils disaient qu'ils avaient notamment parfois été invités à proposer des éléments, par exemple dans le cadre de conférences salariales, conférences sociales, et que ces éléments été immédiatement mis à la poubelle. Je pense que ça se ressent beaucoup, même chez les gens qui ont l'impression que les gens qui ne sont pas tous les jours dans les discussions, évidemment, ni parlementaires, ni avec les syndicats, mais qui ont quand même l'impression que le pouvoir fonctionne un peu en cercle fermé. Et puis, évidemment, la société civile, les associations, les collectifs, etc., qui n'ont pas été particulièrement associés à l'élaboration du pouvoir. Je pense qu'un des exemples extrêmement intéressants de ce point, et qui est ravivé par la proposition de Michel Barnier de faire un jour par mois de mairie ouverte pour faire vivre la démocratie locale et la démocratie citoyenne, c'est l'exemple des cahiers de doléances. Je me suis un peu penchée sur la question. Il y a plus de 2 millions de gens qui ont répondu à l'appel en 2019 d'Emmanuel Macron à participer au grand débat. Et sur ces 2 millions de gens, il y a 250 000 qui se sont déplacés physiquement dans les mairies. Il y a eu des dizaines de milliers de carnets, de cahiers qui ont été remplis de manière manuscrite. Les gens y ont mis leur tripes. Il y a un très bon documentaire que je vous invite à regarder, qui est un documentaire qui s'appelle Les doléances, tout simplement, de Hélène Desplanques, et qui montre des gens qui témoignent après avoir écrit. Il y en a qui ont les larmes aux yeux. C'est vraiment extrêmement touchant. Il y a les gens y ont mis ce qu'ils attendaient de la politique. Et en fait, on n'en a rien fait. C'est même pas public. Ça a été numérisé, mais ça n'est pas rendu public. Moi, je pense qu'il faut qu'on se batte tous ensemble pour que ça soit rendu public, parce qu'il faut aller retourner voir les gens, les écouter, et c'est comme ça qu'on élaborera un programme et des projets qui feront envie aux gens et qui parleront aussi leur langage. Enfin, il faut retourner sur le terrain et refaire de la politique et des projets sur la base de ce que les gens attendent. Je m'arrête parce que je sens une forme de pression à ma droite. Tout à fait. Pour s'arrêter, mais voilà, je pense que ce sont 2 facteurs importants. Très bien, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure dans la deuxième partie sur les solutions que la gauche et que les écologistes peuvent apporter. Je vais maintenant donner la parole à Anna. Donc, j'ai enlevé les pupitres. Donc, je rappelle qu'elle est secrétaire nationale des jeunes écologistes. C'est la même question qu'à Lucie. Je vais rajouter quelque chose. Lucie a parlé de séduction et des endroits en fait où le Rassemblement national arrive en fait à s'enraciner. Il faudrait aussi essayer d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils arrivent à séduire? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à remplir ce vide dont Lucie parlait, par exemple, sur la question de la forme et de la méthode? Là où Emmanuel Macron dit « j'en ai rien à foutre du Parlement, j'en ai rien à foutre des syndicats et des corps intermédiaires », pourquoi est-ce que c'est le Rassemblement national qui arrive à se présenter comme une alternative, en fait, à ce manque d'écoute de la population? Vas-y, Anna.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est évidemment de parler de la question du point de vue des jeunes, parce que quand on regarde les jeunes, bon, quand ils votent, non, déjà, voilà, le premier parti des jeunes, ça reste l'abstention. En revanche, quand ils votent majoritairement à gauche. Et ça, je pense que c'est plutôt rassurant pour nous. Mais il faut quand même le voir. D'élection en élection, on voit des percées de plus en plus importantes du Rassemblement national. Et donc ça, effectivement, il faut que ça nous questionne. Et moi, j'identifie deux raisons principales à ça. La première, je pense que c'est vraiment l'incarnation. Je pense que le Rassemblement national, aujourd'hui, arrive, notamment avec Jordan Bardella, à avoir un visage clair, un visage jeune, dynamique, et qui a l'air d'être plutôt accessible, finalement, auquel les gens peuvent un peu s'identifier et se dire « Ah bah, en fait, il est comme moi, il a les mêmes problématiques que moi, je pense que cette personne, je peux lui faire confiance. » Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas qu'on néglige. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, au sein des organisations de jeunesse, on se bat pour la question de la représentation des jeunes en politique, parce que précisément, c'est vrai, quand on est face à des assemblées qui sont toutes grisonnantes, on n'a pas l'impression que ces personnes nous comprennent, on n'a pas l'impression que ces personnes comprennent nos problématiques. Et d'ailleurs, quand on écoute le Premier ministre et son discours de politique générale, de fait, il ne nous comprend pas. Donc c'est aussi un peu vrai. Et donc il y a vraiment cette question-là de comment est-ce qu'on fait pour aussi mettre des jeunes en responsabilité, leur faire confiance et montrer plus largement qu'on fait confiance aux jeunes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour moi, c'est aussi que je pense que le Rassemblement national et plus largement l'extrême droite a compris avant nous comment rentrer dans le quotidien des gens. Et ça passe notamment par les stratégies sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, ils ont réussi à être assez fins. Et je parle de réseaux sociaux de manière générale, pas uniquement Instagram et TikTok sur lesquels on voit Jordan Bardella faire des trends, mais aussi sur toute la question des forums. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, les forums, c'est des espaces en ligne où les jeunes initialement se retrouvaient surtout pour parler de jeux vidéo, se donner des petites solutions de jeux vidéo, etc. Et petit à petit, ces forums-là ont été investis un peu différemment. Et c'est devenu des endroits où on pouvait poser des questions, genre « Ah, j'ai un crush sur une personne, comment je fais ?» Enfin, vraiment des questions un peu plus personnelles et sur lesquelles il a commencé à avoir des débats. Et précisément, l'extrême droite a réussi avant nous à être sur ces forums, à investir ces endroits et à réussir, l'air de rien, à se rapprocher de jeunes qui étaient un peu paumés, qui n'étaient pas trop politisés, qui étaient isolés, et à leur donner et à leur offrir tout préparer un discours cohérent sur « Ah, mais si tu vas mal, c'est parce que c'est la faute des femmes, des immigrés et des assistés. » Et en fait, nous, on n'était pas là. On n'a pas apporté de contre-discours. Et donc, ils ont réussi, comme ça, petit à petit, à distiller leurs idées. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas négliger la question de cet esprit de corps, en fait, qui a réussi à se créer, qui a réussi à faire... à trouver des ennemis communs, et qui a réussi à dire, regardez, nous, on est un groupe constitué, nous, on est un corps, on va se battre contre ça. Et donc, nous, je pense que c'est important qu'on arrive justement à créer un autre esprit de corps qui réussisse aussi à nous rassembler. Et en réalité, c'est pas impossible, parce que quand on regarde l'extrême droite, ils sont bien plus divisés que nous, en réalité, entre les royalistes, ceux qui ne le sont pas, et je ne sais quoi. Ils sont très divisés, mais ils ont réussi à se trouver des figures, des ennemis communs. Et donc, je pense que nous, à gauche, il faut aussi qu'on arrive à relancer ça, à trouver des ennemis communs. Bon, ça, je pense que c'est un peu facile, les riches, tout ça. Mais aussi à retrouver une dynamique, retrouver un projet commun qui nous emporte et qui réussisse vraiment à parler à tout le monde, à plaire à tout le monde, et dans lequel les gens pourraient se reconnaître. Merci beaucoup Anna. Très intéressant cette question des espaces, en fait, effectivement, que la gauche n'occupe pas. Et je suis complètement d'accord avec cette question des forums, et pas que les forums amoureux, c'est aussi les forums de jeux vidéo, où l'extrême droite est très très présente, et d'ailleurs Jordan Bardella s'était illustré sur ce type de forum, et dans lequel la gauche est relativement absente. Je passe maintenant la parole à Aurélie Trouvé, présidente de la commission des affaires économiques. Vous pouvez l'applaudir pour ça. Et même question qu'aux autres. Vas-y Aurélie. Merci Pablo, merci pour l'animation, on se connaît très bien avec Pablo. Merci, je suis heureuse aussi de débattre de cette question ce soir. Moi, pour répondre à la question de l'extrême droite, évidemment, c'est un énorme sujet. D'abord, je voudrais dire que c'est effectivement un réel danger, dans le sens où, certes, on se dit qu'ils n'ont pas gagné, mais il faut quand même bien voir que si nous, on a gagné des millions de voix
lors des dernières élections, eux en ont encore plus gagné en réalité. Et en fait, c'est eux qui ont quand même globalement le plus profité de la chute, de la déliquescence de la Macronie et du recul de l'abstention. Je veux dire ça parce que, en fait, le combat antifasciste doit être au cœur, en réalité, de nos combats, et que, voilà, l'extrême droite est sans doute le premier de nos adversaires, et celui qui tire parti d'un effondrement annoncé de cette Macronie. Et de quoi il se nourrit? Moi, je dirais, il se nourrit d'abord du désespoir. Du désespoir. Alors, c'est un sociologue. Il y a des sociologues, des politologues qui le décrivent très bien. C'est notamment lié évidemment au néolibéralisme qui a appauvri toute une partie de la population et qui les a plongés dans le désespoir. L'idéologie aussi du néolibéralisme, ça fait 40 ans qu'on dit there is no alternative, depuis Margaret Thatcher. Et évidemment, tout ça pèse sur les consciences. Mais aussi parce que ces sociologues ou politologues le documentent très bien aussi, c'est quand vous regardez les taux de l'extrême droite, c'est souvent très lié par exemple au taux de syndicalisation, c'est-à-dire plus le taux de syndicalisation est faible et plus forte est l'extrême droite. Ce que je veux dire, c'est que la question des réseaux, qu'ils soient culturels, associatifs, syndicaux, etc., est primordiale. Je dis ça parce que c'est des enseignements pour nous aussi, c'est-à-dire que notre bataille, elle est aussi dans notre implication en tant que militants politiques, notre implication aussi dans ces réseaux. Et je sais que c'est le cas, je ne dis pas, moi je suis pour la charte d'Amiens et tout ça, mais je dis simplement que nos militants politiques, et ils le sont déjà, mais doivent participer plus que jamais à ces réseaux. On doit plus que jamais aussi, nous, créer des liens avec ce monde associatif, syndical, culturel, etc. Parce que c'est ça aussi, et particulièrement ça, qui fait reculer l'extrême droite. Et évidemment, quand on recule les réseaux, avancent les réseaux médiatiques type CNews et compagnie, qui prennent l'espace quelque part. Et puis parce qu'ils ont... Alors c'est Stefano Palombarini, qui est un sociologue, qui le décrit très bien, aussi parce que l'extrême droite a trouvé une réponse simpliste et fausse, évidemment, au néolibéralisme. En fait, ils ne proposent pas de sortir du système comme nous. Ils restent dans le néolibéralisme économique. Ils ont les mêmes... vous regardez sur les votes, etc. Ils restent dans le système néolibéral. En réalité, ils ne sont pas anti-système. Par contre, ils trouvent une réponse simpliste qui marche quand on est de moins en moins dans les réseaux et qu'on croit de plus en plus ces news et compagnie. C'est qu'on va répondre au risque de décrochage qui est réel de toute une partie de la population, de décrochage social. Une réponse très simple qui est, mais tout ça est de la faute de l'étranger, de l'immigré, celui qui n'a pas la bonne couleur de peau, le délinquant, celui qui n'a pas la même religion que nous, etc. Et donc ça marche assez bien, d'autant plus si nous, on n'a pas évidemment de réponse claire et je dirais cohérente en face de ça. Et on le voit bien sur le budget qu'ils proposent, qui est totalement faux par ailleurs. Ils n'ont jamais présenté un contre-budget quant à eux. Mais ils disent, voilà, par exemple, si on diminue les coûts de l'immigration... alors, il n'y a pas de souci, on va équilibrer et puis on va pouvoir payer la retraite à 62 ans. Ce qui est totalement faux parce qu'en réalité, vous le savez, l'immigration, en fait, non seulement c'est l'accueil digne, c'est une question de dignité, d'accueillir dignement tout le monde, mais c'est aussi sur le plan économique, et là je vous parle comme économiste, c'est en fait toutes les études économiques, la quasi-totalité montrent que c'est un apport en réalité en matière économique et sociale, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez, je veux dire, même Giorgia Meloni a dû à un moment donné acter ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire fonctionner correctement votre économie, en réalité, avec le vieillissement de la population, vous avez tout intérêt à une forte immigration. Voilà. Et donc, évidemment, ils prospèrent sur tous ces mensonges-là. Bon, juste aussi, moi, pour évacuer, pour moi, des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Et ça, tous ces sociologues, je pense aux sociologues bourdieusiens, ils en parlent beaucoup. Ils disent que la distinction urbain-rural, en réalité, n'existe pas. Ça n'est pas ça la raison. Il n'y a pas l'extrême droite qui prospérerait dans le rural et inversement. D'ailleurs, même en Seine-Saint-Denis, je vous le dis, l'extrême droite a gagné beaucoup de voix. Alors évidemment, ce n'est pas autant que dans le rural, etc. Mais je vous le dis, en fait, alors nous, on a gagné plus le Nouveau Front Populaire en Seine-Saint-Denis que l'extrême droite, mais l'extrême droite a gagné. Moi, par exemple, dans ma circo, j'ai gagné 29 000 voix par rapport à il y a 2 ans, mais l'extrême droite a gagné 10 000 voix. Voilà.
Donc, je veux dire, même en Seine-Saint-Denis, l'extrême droite est quand même en claire progression, mais surtout, c'est que, je vous disais, il y a autant de ruralités différentes que d'urbanités différentes. Et qu'en réalité, et là j'en arrive, c'est complètement complémentaire à ce que tu dis, Lucie, c'est qu'en réalité, nous avons les mêmes problématiques. Je veux dire, les 2 premiers déserts médicaux en France, c'est les 2 départements. C'est d'abord, selon l'ARS, la Seine-Saint-Denis et après la Creuse. Voilà. Sur les transports publics, on dit « Ah ben oui, mais il y a une spécificité du rural ». Mais en fait, non. Allez à Bondy-Nord, c'est le même problème. Vous mettez vous mettez... voilà, les mamans isolées qui bossent à la Défense, eh ben, elles mettent 2h30 le matin et 2h30 le soir pour revenir chez elles. Et il y a le même problème de transport public. Ce que je veux vous dire, et c'est pour ça que je te rejoins, la question des services publics, à mon avis, elle est absolument primordiale face à l'extrême droite. Et donc, pour finir là-dessus, les enseignements, c'est d'abord pour nous de redonner un espoir, évidemment, d'où l'importance du programme de rupture, d'où l'importance aussi d'avoir proposé une première ministre, Lucie Castet, et il faut continuer absolument et de façon centrale à porter la candidature de Lucie. Parce que voilà, c'est aussi le fait que nous avons une candidate avec voilà, tout un profil qui fait que nous sommes prêts à gouverner. Je dis aussi les victoires qu'on vient d'avoir, qu'on a eues sur la présidence de la Commission des finances, sur la présidence aujourd'hui de la Commission des affaires économiques, sur voilà, tous ces postes, et il y en a beaucoup d'autres, voilà, la présidence de la Commission éducation, etc. Tous ces postes à responsabilité aujourd'hui montrent qu'on peut avoir des majorités à l'Assemblée nationale au-delà de nos rangs. Parce que moi, je n'ai pas été élue qu'avec les voix j'ai fait le plein des voix du NFP, mais je n'ai pas été élue qu'avec les voix du NFP et sans une seule voix du Rassemblement national, je le dis. Voilà. Parce que d'ailleurs, ils l'ont confirmé, il n'y a pas de voix du Rassemblement national, donc preuve que voilà, preuve que c'est possible. Hein. Exactement. Et tout ça, surtout, montre que voilà, on est prêt à gouverner, mais je le dis et je finis là-dessus, pour moi, sur un programme de rupture. Parce que en réalité, nous ne serons réellement crédibles que si nous représentons une réelle alternative au néolibéralisme, au productivisme et au fascisme. Ça veut dire qu'on ne se cache sur aucun de ces combats. Nous sommes des anti-néolibéraux profondément convaincus, des anti-productivistes et des antifascistes. Et on ne se cache sur aucun de ces sujets-là. Enfin, je le dis, ça ne sert à rien d'essayer de contourner telle ou telle question parce que ça pourrait plaire à tel électorat de l'extrême droite ou que sais-je. D'abord, on ne les récupérera pour la plupart pas. Je le dis que le premier moteur et ça c'est documenté, le premier moteur du vote du Rassemblement national, c'est le racisme. Donc s'il y a une seule chose à faire reculer aujourd'hui, déjà, c'est le racisme. Et ce n'est pas en évitant la question du racisme qu'on fera reculer le racisme. C'est en l'affrontant de face. En expliquant que ce n'est pas seulement une question de dignité, que sur le plan culturel, que sur le plan économique, que sur le plan social, nous avons besoin de migration. Ce n'est pas seulement qu'il faut bien les accueillir, nous en avons besoin. C'est une richesse sur tous les plans. Et je pense qu'il faut l'assumer et le dire autant que possible. Voilà. Et dernier... Et non, mais je m'arrête là parce que j'ai déjà été trop long. Oui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aurélie. J'en profite d'ailleurs, Aurélie a parlé de la Seine-Saint-Denis. Historiquement, il ne faut pas oublier que la Seine-Saint-Denis a été un des premiers départements dans lequel le Rassemblement national s'est fortement implanté dans les années 80. C'est là où ils ont eu leurs premiers élus, etc. Et après, bon, ça a chuté dans les années 90 et 2000, mais historiquement, c'était là. Mais je vais maintenant donner la parole à Léa. Vas-y, Léa. Super. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais je sais que toi, tu as des choses à raconter sur ce que disait notamment Aurélie sur la question opposition ruralité-métropole, c'est-à-dire qu'ils progressent aussi en métropole et aussi chez les bourgeois. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Alors déjà, bonjour tout le monde. Merci Antoinette. Je suis hyper courte parce qu'on a plein de choses à dire aussi en deuxième partie sur ce que tu viens de dire sur les territoires d'implantation de l'extrême droite. Peut-être revenir sur, pour moi, les 3 facteurs qui ont permis à l'extrême droite d'émerger et de s'implanter comme en fait, la force politique qui a le plus de dynamisme pour l'instant. D'abord, la construction d'un bloc idéologique autour de leur force politique, et je crois qu'il faut aussi rappeler d'où ça vient. C'est
en gros, bon an, mal an, Jean-Marie Le Pen qui essaye de coaliser l'ensemble des extrêmes droites au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et petit à petit, je vais très très vite, petit à petit aussi une radicalisation de la droite. Pour celles et ceux qui s'en souviennent et pour d'autres qui l'apprennent, il y a eu le fameux tonnerre de Dreux à un moment donné en 83 où ça a été pour la première fois l'alliance de la droite et de l'extrême droite et ce début en fait de l'implantation de l'extrême droite dans des municipalités, le fait de pouvoir revendiquer que non seulement c'était une force idéologique mais ça devenait aussi une force politique capable de nouer des alliances avec un camp dit républicain. C'est aussi, et enfin voilà, on en parlait rapidement hier avec Pablo, le fait que le bloc bourgeois, on va dire, s'est mis à voter pour l'extrême droite. Ça a été le cas pendant les européennes de 84, où en fait, dans l'ouest parisien, très bourgeois, ils ont préféré voter Jean-Marie Le Pen plutôt que Simone Veil. Et ça a été, voilà, c'est aussi des alliés objectifs de l'extrême droite, parce que comme le dit Aurélie, en fait, comme ils ne vont pas aller contre une société ultralibérale, comme ils ne vont pas aller vers une redistribution de la justice fiscale, etc., en fait, il y a une alliance objective du capitalisme et de l'extrême droite, et on le voit dans les pays carbofascistes qui ont vraiment créé ces alliances entre des groupes qui détruisent, enfin des personnes et des groupes qui détruisent la planète, fragilisent les plus précaires encore plus, les exploitent et se nouent des alliances avec l'extrême droite pour pouvoir la faire prospérer parce qu'ils leur permettent aussi de tenir plus longtemps. Ça, c'est des éléments objectifs d'alliance entre voilà, le bloc bourgeois, ou en tout cas des tenants très capitalistes, avec l'extrême droite. Et puis, ils ont réussi à prospérer cette identité idéologique aussi à la faveur d'un fin de clivage entre la droite et la gauche, en tout cas tel qu'il a été annoncé dans l'espace politique. Et c'est véritablement, enfin, l'acmé de ce machin, c'est Emmanuel Macron qui nous explique. Il y avait déjà des signes, et c'était comme ça que d'ailleurs on était décrié, UMPS, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas, le fait qu'il y avait un bloc entre la gauche et la droite qui était équivalent, et Emmanuel Macron en a été une des incarnations. Donc ça, c'est un moment où effectivement le bloc idéologique d'extrême droite se renforce vis-à-vis d'une fébrilité de notre capacité à pouvoir assumer des différences aussi avec la droite et les centristes. Et puis un dernier chemin dans tout dans ce renforcement idéologique, c'est, on en a un peu parlé, la normalisation, pas la dédiabolisation. Je crois que c'est vraiment un processus de normalisation de l'extrême droite qui en réalité est arrivé alors qu'on était en train de le commenter. C'est vraiment le moment de la parole performative, notamment dans les médias, où en fait c'est tout à fait normalisé. Et je voudrais vous reprendre quelques éléments d'un livre qui est très édifiant. Il est très court, donc c'est pratique. S'appelle « Les nouveaux masques de l'extrême droite ». C'est Raphaël Yorka qui l'a écrit. Et en fait, il montre comment est-ce que la figure de Marine Le Pen a tendance à se rapprocher de la figure d'Emmanuel Macron. Et en fait, il explique que elle a trois identités, on va dire, trois masques. Le masque de l'unité. Elle parle beaucoup au nom de l'unité des Françaises et des Français. On va dire le deuxième masque de la positive attitude, cette capacité de pouvoir dire mais si on va aller transformer les choses, on y croit, avec moi c'est le changement possible, etc. Et une esthétique moyenne, c'est-à-dire la fin de la conflictualité dans l'espace politique, médiatique. Et en fait, cette esthétique assez moyen, où c'est très tempéré, permet aussi de rassurer un certain nombre de personnes. Et c'est vraiment ce basculement de la normalisation, il a aussi été permis par de la parole politique. Je pense notamment à Fabius qui disait « il pose les bonnes questions, mais ils apportent les mauvaises réponses ». En fait, on a permis voilà, que leur champ idéologique puisse intervenir dans notre espace politique. Le deuxième point, et je vais être très rapide, le deuxième point pour moi qui assure à l'extrême droite le fait d'aller renforcer sa dynamique, et on en a parlé, c'est la question des boucs émissaires. En fait, l'extrême droite est passée d'un racisme biologique revendiqué à ce qu'ils appellent, et ce qu'on appelle en fait un racisme différentialiste qui se situerait sur les questions culturelles, etc. En réalité, ils restent sur un racisme biologique, sont profondément des racistes et l'ensemble de ces racismes sont les fondements de leur vision de la société, mais ils le masquent, encore une fois, sous un
en fait une vision qui serait qu'il y a des identités culturelles qui seraient inconciliables dans l'espace de la République, ce qui est complètement faux historiquement, idéologiquement pour nous. Et en réalité, il s'appuie aussi, et ça a été dit, donc je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas sur des angoisses qui sont liées à la mondialisation, au fait de perdre des repères. Et donc en fait, le repère qu'on a, c'est des identités qui sont factices, qui sont celles qui ont été, qui sont montées en épingle par l'extrême droite, autour notamment de cette question. Et puis le troisième sujet, en tout cas pour moi, qui explique aussi cette augmentation de l'extrême droite au fur et à mesure, et Lucie en a parlé un peu dans la question de la méthode, il repose sur une aspiration d'autorité. En réalité, ils vont sur la critique des élites, sur la critique de tous pourris, etc., alors que franchement, dans le genre pourriture, ils tiennent quand même le gros lot. Ils vont aussi répondre à ça par une aspiration très autoritaire. Ils construisent des démocraties libérales, on le voit en Europe, au Brésil ou aux États-Unis quand ils sont, parce qu'en fait ils écrasent les corps intermédiaires, ils écrasent les libertés publiques et individuelles, et en fait ils sont en train de s'appuyer sur une aspiration autoritaire, verticale de l'exercice du pouvoir. C'est aussi pour ça qu'ils ne parle pas de collectif, c'est-à-dire qu'on va mettre des hommes et des femmes, en l'occurrence, là, en l'espèce, Jordan Bardella et Marine Le Pen, extrêmement en valeur, parce que ce sont des sauveurs, des sauveuses, etc., et qu'en fait, on répond à ce truc qui existerait dans le pays. Je suis vraiment pas plus longue, parce que les solutions, en tout cas les pistes, c'est la deuxième partie. Mais peut-être pour vous dire que là, ce qu'on voit, et Antoinette le disait dans les annonces de Retailleau, en fait, ce qu'on voit, c'est que la question de l'autorité, de la démocratie libérale, est en train finalement de s'appliquer aussi au bloc dit central ou centriste, en fait, qui est un bloc de droite d'Emmanuel Macron, de Bruno Retailleau, qui nous explique que l'état de droit, et je vous assure, quand je l'ai entendu nous définir l'état de droit en commission des lois, je me suis dit que ce mec n'avait jamais vu de près ou de loin un que sais-je de droit constitutionnel. Mais bon. Et en fait, et puis également Emmanuel Macron ont des pratiques illibérales, ont des conceptions illibérales de la démocratie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit les libertés publiques et individuelles pour pouvoir avoir un pouvoir de plus en plus autoritaire et avec de moins en moins de confrontations. Il n'y a qu'à voir la manière dont les manifestations sur la question de la réforme des retraites ont été traitées dans notre pays. Je peux plus. Merci beaucoup, Léa. Je vais donner rapidement la parole à Yann Brossat, sénateur communiste, pour qu'après Lucie, qui doit partir peut-être à Matignon, non, je rigole, mais qui doit partir juste après, puisse reprendre la parole. Donc Yann, fais vite. Ça marche, merci. Vas-y quand même, prends ton temps. Bon, d'abord, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Si quelqu'un avait une analyse miraculeuse sur l'évolution du vote RN et des solutions qui permettent d'y remédier, ça se serait vu. Enfin, moi, je suis né en 1980, j'ai adhéré au Parti communiste en 1997, je n'ai vu que le RN progresser. Donc, il faut aussi avoir les uns et les autres l'honnêteté de dire qu'on est face à un phénomène qui nous heurte tous et auquel on n'a pas de remède absolument miraculeux. Simplement, j'essaye évidemment, comme vous autres, d'essayer de comprendre ce à quoi nous nous heurtons. J'ai envie de dire deux choses. La première, la question du changement. Qu'est-ce que nous ont dit, pour avoir discuté avec eux, nos députés, y compris nos députés sortants, qui ont été battus par des candidats du Rassemblement national? Les gens leur disaient quoi? Les gens leur disaient au porte-à-porte, on vous aime bien, vous faites du bon boulot, mais on a envie que ça change. C'est quand même un truc de dingue. Parce que les députés dont il est question étaient des députés d'opposition. Personne ne pouvait imaginer qu'ils étaient favorables à la politique menée par Emmanuel Macron ou même avec ses prédécesseurs. On veut que ça change. Et d'ailleurs, en même temps qu'ils disent ça, c'est quand même un changement qui se fait sur fond de renoncement, parce que dit un électeur du Rassemblement national? Quel est le raisonnement qui le conduit à voter pour le Rassemblement national? Au fond, c'est l'idée qu'on a un gâteau, il est petit, et que donc, comme il est petit et qu'il ne peut pas grossir, il vaut mieux qu'on le partage en moins de parts. C'est ça, au fond, l'idée. Il n'y a pas l'idée qu'il faut partager les richesses autrement. Il y a l'idée que, voilà,
Le gâteau est restreint, donc si on donne un peu moins aux étrangers, on en aura un peu plus pour soi-même. Donc c'est un changement qui se fait sur fond d'une forme de renoncement. Et ensuite, ça me conduit à dire deux choses, cette envie de changement qu'expriment les électeurs du Rassemblement national et qu'ils expriment par ce bulletin de vote-là. Le premier, c'est que nous ne pouvons pas, renoncer à l'idée de rupture avec le système libéral. Je suis frappé par le fait que depuis les dernières élections européennes, se reconstitue une espèce de pôle social libéral. Si nous-mêmes, on cède sur cette question-là, on renonce totalement à l'idée de reconquérir des électeurs du RN. Parce que si le RN a autant progressé, si aujourd'hui autant d'électeurs disent « pour que ça change, je vote RN », c'est aussi parce qu'on a eu au pouvoir des gens de gauche qui ont mené des politiques libérales, qui ont désespéré une bonne part de la population. Donc, quand j'entends dire dans notre pays il faut reconstituer une force sociale libérale, j'ai envie de dire au secours, parce que c'est le pire moteur pour reconstruire de l'électorat du Rassemblement national. Et il y en a déjà suffisamment comme ça. Ensuite, il y a quand même un élément qui change un peu en ce moment. C'est le fait que le Rassemblement national apporte un soutien sans participation au gouvernement. Bardella dit partout « rien ne se fera sans nous ». Ça a une conséquence très concrète, c'est que tout ce qui se fait avec eux. Et qu'ils sont donc co-responsables de la politique qui est menée en ce moment par Barnier et les macronistes. Mais c'est hyper important. Moi, je déteste l'élément de langage qu'on utilise nous-mêmes parfois en ce moment en disant c'est le RN qui tient tout. Bon, c'est hyper valorisant pour eux. Et par ailleurs, il faut retourner l'argument. Ils sont responsables du gel des retraites, de l'augmentation des tarifs de l'électricité, de la suppression de postes de 4000 enseignants. Donc là, quand même, la donne change. Moi, je veux que dans toutes les circos gagnés par le RN, on distribue ensemble des tracts en disant voilà de quoi ils sont responsables. Et ils vous ont d'une certaine manière trahi. Bon, c'est pas comme si moi je pensais qu'avant il fallait leur faire confiance, mais un certain nombre de gens leur ont fait confiance et cette confiance est trahie. Donc première chose, la question du changement et la nécessité pour nous de démontrer que le Rassemblement national, ça n'est pas le changement, a fortiori avec la démonstration qui en est faite aujourd'hui. Deuxièmement, et je ne serai pas trop long, sur la question de la maîtrise du débat et disons de la bataille idéologique. Il y a quand même une contradiction qui, moi, m'intrigue et que j'aimerais réussir à m'expliquer. On dit, et je partage tout à fait ce qu'a dit Aurélie, que dans le vote pour le RN, la question du racisme est hyper présente. Moi, je ne crois pas à l'idée selon laquelle on vote RN uniquement parce qu'on veut défendre la poste en bas de chez soi. Ça fait partie des paramètres, mais derrière, il y a l'idée que ça irait mieux s'il y avait moins d'étrangers quand on creuse un peu. Ce qui fait d'ailleurs que les sondages où on demande aux gens quelles sont leurs préoccupations ont quelque chose d'un peu artificiel, parce qu'on peut très bien dire oui, pour moi le sujet prioritaire c'est le pouvoir d'achat, mais ça irait mieux s'il y avait moins d'immigrés. Donc en réalité les deux s'articulent. Bref, oui, il y a du racisme dans le vote RN, ça moi j'en suis convaincu. Mais il y a quand même une contradiction, c'est que toutes les enquêtes, je renvoie au livre sur la droitisation de la société qui vient d'être publié par qu'on dit Vincent Tiberi, et pas Tiberge. Il prouve qu'il n'y a pas de droitisation de la société, y compris sur les questions sociétales. Oui, mais du coup, il y a une contradiction. Parce que si vraiment c'est le racisme qui est au cœur du vote RN, et que dans le même temps, il n'y a pas de droitisation de la société, le RN ne devrait pas progresser. Il devrait reculer. Comment est-ce qu'on l'explique ? Moi, ça me fait penser à un truc. Bon, peut-être ça va vous choquer, mais je vous le dis quand même. Quand j'ai adhéré au Parti communiste à la fin des années 90, dans mes réunions de section, il y avait des camarades qui étaient adhérents du Parti communiste. À l'époque, le Parti communiste se battait pour la régularisation des sans-papiers, l'église Saint-Bernard, tout ça. Mais j'avais des camarades qui disaient des trucs qui étaient borderline. Sur les immigrés, sur les questions LGBT, je ne vous dis même pas. Donc on les remettait à leur place. Mais ils étaient quand même adhérents du Parti communiste. Et évidemment, au moment où ils votaient pour le Parti communiste. Pourquoi ? Parce qu'en dernière instance, ce qui comptait au moment où ils glissaient un bulletin de vote dans l'urne, c'était la classe sociale à laquelle ils appartenaient. Et c'était le fait que si tu veux que ton salaire augmente, si tu veux que ta vie s'améliore, c'est sur la gauche qu'il faut compter. Et donc ça renvoie à une autre question,
qui est que tous les débats identitaires pourris qu'on nous ressasse depuis maintenant des années l'ont emporté sur les grandes questions économiques et sociales, et qu'en dernière instance, ce sur quoi on se prononce, c'est plus sa condition sociale. C'est trop peu sa condition sociale. Et d'ailleurs, le même livre de Vincent Tibéry montre très bien que la conscience de classe a considérablement reculé depuis les années 80 ou 90. Et que le nombre d'ouvriers qui aujourd'hui disent qu'ils n'appartiennent à aucune classe sociale a littéralement explosé. Et donc, si on veut progresser, on doit, à mon sens, affronter cette question, évidemment, continuer à combattre inlassablement le racisme et recréer de la conscience de classe, de telle sorte que l'ouvrier du Valenciennois et l'assistante maternelle de Seine-Saint-Denis ou de Paris 18e considèrent qu'ils appartiennent à une même classe sociale et qu'ils ont vocation à se battre ensemble pour changer la société. Merci beaucoup, Yann. Je vais redonner la parole à Lucie. Ce que je vous propose, c'est de... J'ai pris des notes sur tout ce que vous avez dit. C'est de répondre à essayer de répondre à 3 questions. Mais toi, tu t'en répondras qu'une seule. Ne t'inquiète pas. C'est la question de est-ce que notre opposition aujourd'hui au gouvernement Macron est efficace et pourquoi est-ce que celle de Marine Le Pen et du Rassemblement national apparaît comme plus efficace que la nôtre comme opposition, c'est ce qu'a raconté Aurélie tout à l'heure. Il y a la question du racisme et de l'immigration. Est-ce que sur ce sujet-là, on n'arrive pas à mener la bataille, et on est en train de perdre la bataille. Et pourquoi ? Parce que globalement, je pense qu'on est tous d'accord, on dit tous à peu près la même chose, y compris dans cette salle, sur ces questions-là. Mais c'est toujours ce qu'on nous reproche, on nous dit « Ah mais en fait, vous ne voulez pas mener la bataille sur cette question. Bon, vous ne voulez pas en parler. » Moi, j'ai l'impression qu'on en parle, mais peut-être pas assez bien. Et la dernière question, elle est pour toi, Lucie. C'est est-ce que tu as l'impression que notre projet, le projet que l'on porte collectivement, et tout singulièrement que porte le nouveau Front populaire, il est cohérent? Est-ce qu'il n'est pas trop flou? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à emporter l'adhésion d'une majorité de Français? Puisque je pense qu'on est tous d'accord aussi ici pour le dire, il est super ce projet et ce programme. Merci Pablo pour cette dernière question. Moi je croyais que la question c'était comment on fait. Alors je trouvais parce que ça participe. Je trouvais ça difficile comme question parce que je partage quand même l'avis de Yann sur le fait que si on avait une recette magique, on l'aurait mise en œuvre depuis longtemps, mais j'allais quand même tenter de répondre. Ma première proposition, c'était évidemment on lutte contre le racisme sans relâche. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le fait que, au fond, le vote RN reste un vote raciste. Je pense avec des composantes différentes en fonction des territoires. Le livre de Félicien Faury est par exemple très intéressant à cet égard, qui explique bien que par exemple le vote RN dans le sud-est de la France, c'est un vote qui est essentiellement raciste, avec des gens, comme l'a dit Léa, notamment des gens qui sont très bien dotés financièrement, intellectuellement, etc. Enfin, je veux dire qui n'ont pas de difficultés de la vie particulière qui pourraient justifier qu'ils se tournent vers le RN. Donc ça va un peu à rebours de ce que j'ai dit, mais il dit quand même que c'est très localisé dans le sud-est. Mais en tout cas, on lutte contre le racisme. Comment on lutte contre le racisme ? Précisément, je pense que notamment il faut mieux réguler ceux qui véhiculent des idées racistes à longueur de journée. Wink Wink, une chaîne de télé en particulier. Il y a des gens quand même, quand on fait du porte-à-porte entre les deux tours et qu'on leur dit pourquoi qui nous disent je vais voter pour le RN, et on leur dit pourquoi, et ils disent parce qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes. Et on leur dit ah bon, et en quoi vous en souffrez dans votre quotidien? Et ils disent ah bah je sais pas, je l'ai vu à la télé. Donc c'est important de noter ça. Et je pense qu'on lutte aussi contre le racisme en expliquant ce que Aurélie a très bien expliqué et qu'on fait pas suffisamment bien, en tout cas avec une pédagogie insuffisante sur le fait qu'en fait en fait l'immigration ça rapporte à la France, pas que sur le plan culturel, humain, sur le plan de la diversité, etc. Mais ça rapporte aussi économiquement. Et donc même si on se met sur le terrain du RN et le terrain du camp présidentiel, alors on peut démontrer que l'immigration est une chance pour la France. Le deuxième point, mais ça c'est le corollaire de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on restaure les services publics, on répond au sentiment d'abandon. Je pense que créer de la cohésion sociale, notamment grâce à des services publics qui donnent l'impression aux gens que l'État est là pour eux, ça permettra de répondre en partie à ça. Et le troisième point, et c'est répondre un peu à ta question, je pense que nous on a encore des efforts à faire, nous la gauche. Je pense qu'il faut qu'on se batte en pour et pas que en contre.
on s'est battu en contre depuis 7 ans et c'est bien normal puisqu'on était dans l'opposition et qu'il y avait beaucoup de choses qui nous donnaient l'occasion de nous battre en contre. Mais je pense que le temps est venu, là, la situation s'y prête et en fait, je pense qu'il faut prendre la situation actuelle qui est extrêmement préoccupante aussi quand même comme une opportunité de prolonger notre discours de gauche. Je pense que le programme du nouveau Front populaire est très riche, très bien, mais il y a quand même des choses qui, moi, m'interpellent dans la façon dont les gens le reçoivent. On se dit souvent comment ça se fait que les gens qui ont un intérêt objectif à voter pour nous ne votent pas pour nous et souvent se tournent vers le RN. Je prends 2 exemples. Dans le programme, on a écrit qu'on mettrait un SMIC à 1 600 €. Quand je dis à quelqu'un qui travaille chez un boulanger qui me dit j'ai du mal à finir mes fins de mois et que je lui réponds oui mais nous on propose le SMIC à 1 600 et que le type explose de rire et que je lui dis pardon mais pourquoi vous riez et il me dit bah moi je sais que c'est pas possible, mon patron il pourra pas me payer 1 600 €. L'autre exemple c'est quelqu'un qui vit dans un petit village très rural dans la Drôme et qui me dit moi j'ai un problème, c'est que je peux pas aller chez le médecin, enfin j'ai pas de médecin autour de moi, je dois prendre ma voiture et je dois faire des dizaines et des dizaines de kilomètres et ça me coûte très cher pour aller chez le médecin quand je parviens à trouver un rendez-vous. Et je lui réponds oui mais nous ce qu'on propose c'est réguler la liberté d'installation des médecins parce qu'après tout c'est bien normal puisqu'ils sont payés par de l'argent public pour se former puis pour exercer. Et il me dit mais moi j'ai pas envie qu'on force quelqu'un à venir vivre dans mon village, moi j'aime mon village, j'ai pas envie qu'on force les gens. Et bien sur ces 2 points, le SMIC à 1 600 et la régulation des médecins, je pense que notre programme est bien. Au fond je pense qu'il faut pas une autre politique publique. Bon après le SMIC à 1 600 si c'est 1590 ou 1610 voilà, mais je pense qu'au fond il faut fondamentalement significativement revaloriser les salaires et en particulier les bas salaires et il faut réguler la liberté d'installation des médecins, mais je pense qu'il faut en parler différemment parce que c'est pas en disant 100 fois aux gens quelque chose qu'ils vont mieux le comprendre et donc probablement qu'il y a un petit retour vers les gens et un petit retour vers le pays qui me semble nécessaire pour pouvoir exprimer notre projet d'une manière qui est audible et c'est pas de la faute des gens, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est juste que et c'est pas non plus que voilà, mais je pense qu'il y a un truc de voilà d'appariement entre la pensée, entre les besoins des gens et c'est vrai que dans les programmes on peut avoir tendance à penser de manière cloisonnée, voilà notre sujet, notre proposition sur les impôts, voilà notre proposition sur les transports, etc. Les gens, ils n'ont pas une expérience de vie qui est cloisonnée, ils ont une vie, ils prennent les transports quand ça existe, ils vont à l'école, ils vont à la pharmacie, voilà. Et je pense qu'il faut proposer un discours global sur dans quelle France on a envie de vivre et essayer de montrer à quoi ressemblerait la France après un quinquennat, voire, soyons fous, 2 quinquennats de la gauche au pouvoir. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit encore travailler. On a des bonnes propositions, techniquement elles sont solides, elles sont très travaillées. On a encore bossé tous ensemble cet été pour proposer des choses dans le cadre du projet de loi de finances, mais il y a je pense, un petit exercice de traduction pour que ça parle aux gens et que ça les convainque que c'est vraiment pour nous qu'ils ont intérêt à voter. Je m'arrête. Merci. Vas-y. Tu peux y aller. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Antoinette. Merci pour ce que tu viens de dire, Lucie. C'est très précieux. J'aimerais en fait peut-être vous mettre en face d'un cas pratique. Après, vous répondez comme vous voulez. Et si vous voulez, vous faites comme Lucie, vous répondez pas à ma question. Mais la question des retraites. Là, j'ai entendu Michel Barnier qui propose de geler la faible augmentation des pensions de retraite pendant 6 mois. Et j'ai entendu juste après Marine Le Pen prendre la parole pour dire nous, on s'y opposera parce que nous, moi, je suis du côté des petites retraites et je ne les laisserai pas tomber, etc. Et il s'avère que la gauche aussi, on va dire à peu près la même chose. On dit non, on ne va pas laisser tomber les petites retraites et il faut pas geler ces pensions de retraite. Le seul problème, c'est que je sais très bien comment ça va se finir. Ça ne va pas être voté à l'Assemblée nationale, ça va être retiré du texte du budget parce qu'il n'y a pas de majorité sur ce sujet. Et à la fin, qui va avoir le point ? Marine Le Pen et le Rassemblement national. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter cet écueil-là ? C'est-à-dire que c'est eux au Rassemblement national qui arrivent à incarner l'opposition la plus efficace au libéralisme d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier d'ailleurs. Vas-y Antoinette. Merci Pablo. Alors je vais commencer par saluer l'arrivée de Cécile Duflot. Alors Lucie Castet est partie, Cécile Duflot est arrivée. Je vous propose de l'applaudir. Merci Cécile d'être notre grand témoin. Elle interviendra dans la table ronde suivante et puis après. Je vais quand même répondre, Pablo, ce n'était pas la question, mais je vais quand même répondre aux causes pour le Rassemblement national parce que je pense qu'il y en a une dont on n'a pas parlé et qui, pour moi, est une cause importante quand on voit géographiquement où se trouvent les électeurs du Rassemblement national aujourd'hui. C'est la question de l'économie et de la désindustrialisation de la France. Et je le dis parce que moi, je viens d'Ayange, c'est donc dans la vallée de la Fensch, c'est en Moselle, et c'est l'ancien bassin
sidérurgiques, un des bassins sidérurgiques de la France, qui longtemps a eu des hauts fourneaux. Donc on en a eu 4, puis on en a eu 3, et puis on en a eu 2, et puis on en a eu 1. Et puis après, on en a eu 0. Et quand on en a eu 0, on a le Rassemblement national qui a pris le pouvoir, en même temps d'ailleurs que l'hôpital public fermé. Et donc il me semble, moi, qu'il ne faut pas omettre la question économique. Pourquoi ? Parce que derrière la question économique, et on va en parler après, en réalité, quand une entreprise ferme, c'est pas Duralex qui dira le contraire, mais c'est pas non plus Emmaüs ou d'autres, c'est quand une entreprise ferme, c'est des centaines et des centaines de familles qui se retrouvent en grande difficulté. Et c'est ce qui est arrivé dans l'Est de la France, et c'est comme ça que nous avons dans des régions qui sont des régions économiquement sinistrées, parce que nous n'avons pas inventé un projet économique alternatif pour ces régions-là, qui se retrouvent, elles, sinistrées, et qui, du coup, se retrouvent dans ce sentiment de relégation qui amène le Rassemblement national au pouvoir. Et je le dis d'autant plus que la région d'où je viens, et la ville d'où je viens, est une ville qui était, dans mon enfance, une ville d'immigrés. Et je le dis clairement, puisque moi je suis une enfant d'immigrés. Nous étions 17 nationalités d'immigrés. On avait tous le drapeau du pays d'origine de nos parents. Et ça faisait partie, c'était, j'allais dire, l'identité de notre commune. Et c'est cette même commune, faite des enfants de ces immigrés qui habitent encore là, qui votent aujourd'hui pour un maire qui est Rassemblement national. Donc j'interroge quand même la question du racisme, parce que je ne leur fais pas ce procès-là. Je dis simplement qu'ils répondent que oui, le Rassemblement national est venu là apporter une réponse à leur sentiment de relégation, que ce soit une relégation économique, que ce soit l'impression de ne pas participer au développement de la France, qui est réservé aux grandes villes, qui est réservé à d'autres régions françaises dont on prend soin, etc. Et donc ce sentiment de relégation, mais effectivement le RN au pouvoir. Et ce qui a été dit, c'est aussi que le RN se nourrissait de nos fractures, puisqu'il a été mentionné la question rural-urbain, il a été mentionné la question banlieue-grande ville, et tout ça, ce sont des fractures territoriales qu'on a créées par le développement, et beaucoup par le développement économique, hein, par le développement qui a été fait, mais pas uniquement, aussi par le développement des services publics. Il y a ces fractures qui ont été créées, et c'est sur ces fractures et dans ces failles que se glisse le Rassemblement national pour trouver sa force. Enfin, je vais essayer quand même d'aller assez vite pour vous dire que je pense qu'il y a une question de contrat social à revoir, le contrat social que nous proposons, nous, force de gauche, aux citoyens. Et pourquoi il est à revoir ? Parce qu'il est à revoir face au contrat social que propose le Rassemblement national aujourd'hui aux Français. Qu'est-ce qu'il leur propose ? Moi, il me semble que les valeurs sur lesquelles se base le contrat social qu'il propose, c'est l'individualisme. Vous allez pouvoir continuer, vous tout seul, et à vous enrichir un petit peu plus. Vous allez pouvoir continuer à vivre comme avant. Le deuxième point, c'est le consumérisme. Vous allez pouvoir continuer à consommer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le pouvoir d'achat était le premier sujet de Marine Le Pen. C'est parce que le consumérisme fait partie des liens qu'on ne veut pas casser. Quand nous, écologistes, nous allons dire non, on va lutter contre le consumérisme, on va proposer un autre modèle de consommation. C'est pas du tout ce qu'elle dit, c'est au contraire, on va vous aider à améliorer ce pouvoir d'achat, parce que depuis des décennies, la question du pouvoir d'achat et le consumérisme est aussi quelque chose qui nous a fait faire société. Quoi qu'on en dise, c'est moins vrai aujourd'hui parce que la crise climatique est là et on est capable d'être critique vis-à-vis de cette société de consommation. Mais en tout cas, je trouve que c'est un des éléments sur lequel surfe le RN. Et puis enfin, le troisième, c'est la promesse d'un monde meilleur. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui, on ne sait pas si nos enfants vont vivre mieux que nous. Et ça, c'est un vrai souci pour chacun d'entre nous. Enfin, quelle que soit notre position dans la société, on a ce questionnement. On parlait tout à l'heure de la question de la jeunesse, de la précarité, etc. Mais c'est vraiment ce questionnement, dans quel monde vont vivre nos enfants ? Et je crois que le Rassemblement national dit, ne vous inquiétez pas. En fait, on vous promet un monde meilleur. Pour ça, il suffit d'enlever les étrangers. On va pouvoir retrouver
retrouver notre manière de vivre d'antan, celle où on était bien seul, bien entre nous, etc. Et donc, il y a un 4e point qui là aussi est important, c'est la grandeur et la fierté d'être français. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a aussi un peu abandonné, c'est-à-dire que oui, on peut être heureux d'être français, ou en tout cas de vivre en France, on peut le dire, on peut, et ces marques-là, et sans pour autant être nationaliste, mais bien sûr, c'est pas la même France dont on parlera, c'est pas les mêmes valeurs dont on parlera. Donc voilà, je pense que là, nous avons, nous aussi, en tant que force de gauche, à revoir quel est le contrat social, parce que celui que nous proposons est un contrat social avec des valeurs qui sont en rupture par rapport à celles qui existaient précédemment. Et cette rupture-là, bien sûr, quand il y a rupture, il y a risque, et ce risque-là fait peur, et c'est bien à ça qu'on doit répondre, c'est comment rassurer tout en permettant le changement. C'est vraiment la question du changement et du risque. Je pense également que nous avons fait pour la première fois un travail de programme commun. Je peux dire que c'est pour la première fois qu'on l'a fait à ce point-là, puisque précédemment sur la NUPES, on l'avait moins fait. Et ce travail que nous avons fait autour d'un programme commun, c'est le début, en fait, je crois, de ce nouveau contrat social qu'on peut proposer. Parce qu'il faut aussi qu'on travaille à cette unité. On n'est pas d'accord sur tout. Et en fait, ces dissonances-là, vous voyez, on n'est pas d'accord sur les questions d'énergie. Moi, je trouve que c'est très important, la question d'énergie. Aujourd'hui, on peut dire, on met ça sous le tapis, on verra après, est-ce qu'on fait du nucléaire, pas du nucléaire. Mais en réalité, c'est important qu'on se pose, qu'on traite le sujet et qu'on dise quel est l'avenir énergétique quand on voit aujourd'hui combien la géopolitique, elle dépend de la question énergétique. Donc, il y a besoin aussi, pour pouvoir se projeter vers l'avenir, de savoir quels sont nos éléments d'accord, nos éléments de désaccord, et de travailler nos désaccords pour qu'ils deviennent des compromis possibles que l'on puisse présenter. Et après, c'est la question, je pense, de l'accessibilité de notre discours. Là, je crois que, en tout cas, je parle pour les écologistes, je pense qu'on en est encore loin. On commence à s'améliorer, là où le Rassemblement national, depuis très longtemps, il ne parle qu'avec 200 mots de vocabulaire, dans un vocabulaire très simple, compris et connu par tout le monde. Et ça, c'est quand même important, parce que finalement, il y a, et je m'excuse de dire ça comme ça, mais comme je viens d'une famille d'ouvriers, il y a une forme de mépris de classe à bien parler la politique. Je m'excuse de le dire comme ça. Mais en fait, ça exclut toute une partie des citoyens, en réalité. Moi, quand j'explique ce que c'est qu'être écologiste à mes parents, ils me disent « Ah bon, mais pourquoi vous ne le dites pas aussi simplement ?» C'est bien quand tu le dis comme ça. C'est parce que je leur dis à eux, donc je m'exprime avec leurs mots, etc. Et donc très simplement. Et en fait, je crois que c'est ça qu'on doit aussi essayer de chercher, bien plus que l'intellectualisation de nos propos. C'est effectivement comment on s'adresse à tout le monde pour dire des choses simples sur ce que c'est qu'être de gauche, ce que c'est qu'être écolo, ce que c'est qu'aimer la nature, etc. Des choses que tout le monde comprend, que tout le monde ressent. Et ça, c'est aussi un autre sujet, mais on peut peut-être s'arrêter là. Je sais que le temps est compté. Je m'arrête là, Pablo. Excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question.